Nous avons avec nous professeur Benoît Masse, épidémiologiste, professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Bon après-midi, professeur Masse. Bonjour. Comment ça va, professeur? Ben ça va bien, mais je dois dire qu'on a des moments un peu stressants à savoir comment notre mois de février va se passer en termes de des allègements qu'on a eus à l'ouverture des classes il y a 2 semaines et à savoir si on va continuer sur notre lancée en termes d'hospitalisation, c'est-à-dire notre lancée à une baisse d'hospitalisation pour finalement sortir de cette vague-là. En tout cas, au départ, il y a presque 2 ans maintenant, on nous disait qu'il fallait prendre les mesures d'usage, des précautions pour nous protéger de la COVID, se laver les mains et après un bon débat sur les masques, on a accepté les masques et puis aussi la distanciation. Les 3 éléments. Et ça, c'était en attendant le vaccin. Pour moi, le vaccin, c'était le summum. Bon, quand le vaccin est arrivé, on nous a dit, celui-là est efficace à 95%, celui-là à 93%. Mais ma foi, jusqu'à présent, le vaccin a prouvé qu'il était d'une très grande efficacité. Mais est-ce suffisant? Parce qu'on a dénombré quand même au seul mois de janvier par chez nous 1551 morts, professeur Masse. Oui, en fait, je vous dirais, je peux pas imaginer avoir vécu ce mois de janvier-là sans vaccin. Ça aurait été l'hécatombe. Heureusement qu'on avait le vaccin. Omicron est un adversaire absolument, un virus absolument très, très contagieux. Alors, il est peut-être un peu moins, sévère que le Delta qu'on a connu l'hiver dernier, mais il est excessivement contagieux et son frère, le BA2, là, son cousin, si on veut, on a des indications qu'il est aussi un peu plus contagieux que la version originale du Omicron. Alors, je vous dirais, heureusement qu'on est vacciné, heureusement qu'au Québec, on a quand même une bonne partie de la population vaccinée à 2 doses, sinon ça aurait été l'hécatombe. Oui, il y a énormément de décès au mois de janvier, mais la raison principale, c'est parce que Omicron était excessivement contagieux et il y a énormément de Québécois qui ont attrapé. Je suis sûr que vous connaissez des personnes dans votre entourage ou des membres de la famille qui ont attrapé le virus récemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous restons toujours au Québec, toute proportion gardée, le pays qui a été le plus touché, même en avant de l'Italie, là. Ben, il faut dire que, je veux dire, on a eu la première vague, elle a frappé surtout des résidences, des lieux fermés. Et ça a été une catastrophe. Il y a eu des choix, on a vu les enquêtes, là, il y a eu des choix qui ont été, je dirais, c'est sûr c'est à refaire, ces choix-là seraient pas faits, mais on a protégé les hôpitaux et c'est arrivé un peu tard de protéger des CHSLD et des RPA et ça a été une hécatombe, oui, il faut le dire, à la première vague. Par contre, les autres vagues, après ça, on a quand même bien fait au Québec. Il faut dire que les mesures étaient plus sévères qu'ailleurs, que dans nombreux pays. Pour cette vague-là, malgré que on a commencé un peu en retard en termes de la dose de rappel, on se compare quand même relativement bien avec le reste, on se compare avec l'Europe ou même avec nos voisins américains, là, mais il faut dire que c'est certain que en termes de pandémie, lorsqu'on regarde le nombre de décès total au Québec, c'est sûr que la première vague, il y a eu des grosses ratées en termes de gestion et ça a coûté la vie à énormément de Québécois. Mais lorsqu'on dit, est-ce qu'on veut dire les vraies affaires de professeur, que toute proportion gardée, on est, si on considère le Québec comme un pays qui a été le plus touché dans cette situation-là de COVID-19? C'est certain qu'on a, lorsqu'on se compare, c'est sûr que dans l'ensemble, on a énormément de décès.
Bon, c'est certain que lorsqu'on parle au gouvernement, puis on leur parle du nombre de décès au Québec, ils vont dire qu'au Québec, on comptabilise les décès d'une façon différente d'ailleurs, ce qui est vrai. Ce qui peut gonfler les chiffres ici légèrement et ailleurs une sous-estimation, mais même à ça, même en considérant que peut-être qu'on inclut, on est plus large dans notre définition d'un décès COVID que peut-être dans certains pays, mais en bout de ligne, on est au niveau de la COVID et des 5 vagues, le Québec a été durement touché et on voit qu'on approche malheureusement des 14 000, 15 000 décès au total des 5 vagues. Professeur, et là maintenant, c'est peut-être des décisions politiques qui vont être prises pour desserrer les taux, parce que la population en a marre. Vous aussi, vous en avez marre. Moi aussi, j'en ai marre. Mais quel type de décision, si vous me dites que vous posez la question quel mois de février qu'on va avoir, alors que nous sommes dans une période où on fait pas du délestage dans le sens, mais on fait des ouvertures, professeur. Et le public demande ces ouvertures-là. On voit de plus en plus de gens qui manifestent pour demander un peu plus d'ouverture. Alors, quoi faire? Oui, c'est certain que on voit premièrement les voisins, les Américains, les Européens, qui ont pas mal moins de mesures que nous. Alors déjà là, quand on se compare en termes de nous, ce qu'on a le droit de faire, et nos voisins, ou même l'Europe, c'est certain qu'on est très confinés comparativement à plusieurs régions de l'Europe. Par contre, on n'a pas la même capacité hospitalière que bien ces pays-là en Europe ou même aux États-Unis ou même en se comparant à l'Ontario, ce qui fait qu'on n'a aucune marge vraiment de manœuvre pour dire on va se permettre de prendre c'est certain, on va donner en permettant des allègements sur les mesures sanitaires, ça donne de l'oxygène à l'épidémie, si on veut. Et c'est sûr que ça risque peut-être de donner un certain regain aux infections au Québec. Et on pourrait voir peut-être une stabilité dans les hospitalisations ou même une légère reprise à la fin février. Alors c'est sûr qu'on est déjà à un niveau élevé, on est déjà, comme vous le mentionnez, on fait encore du délestage. On n'a aucune marge de manœuvre comparativement à d'autres endroits, à d'autres pays où ils ont une capacité hospitalière beaucoup plus élevée que la nôtre. Alors eux peuvent se permettre de dire ça risque de générer peut-être quelques hospitalisations de plus, mais on peut se le permettre, ce que nous au Québec on peut pas se permettre présentement. Donc on doit, comme vous dites, il y a énormément de pression et surtout c'est plus difficile. Si on se compare avec l'an dernier, l'an dernier on comprenait tous qu'on pouvait pas ouvrir, on n'était pas vaccinés. Alors à la même période, on se dit il faut attendre le vaccin, il faut attendre de se faire vacciner. Alors les Québécois étaient très patients, ils disaient on va rester dans nos maisons, on va vivre le couvre-feu, puis on va attendre d'être vaccinés. Là, on est vaccinés, il y a quand même une très forte proportion de Québécois vaccinés. Il y a aussi le fait qu'on regarde, si vous êtes un amateur de soccer ou de hockey, puis vous regardez les matchs, vous dites, mon Dieu, les estrades sont pleins, il n'y a personne qui a de masque. Et nous, on est très, très confinés comparativement. C'est dur pour le moral. C'est très, très dur pour le moral. Puis, comme vous le dites, on est tous, et le premier ministre le répète souvent, on est vraiment tannés. Alors, c'est certain que les allègements, je pense que si c'était le gouvernement et s'ils pouvaient, ils attendraient un peu, mais ils n'ont pas le choix. Il faut donner de l'air à la population. Et on allège prudemment. On l'a dit qu'on allait regarder ça semaine en semaine. Et idéalement, on continue sur notre lancée d'une décroissance des hospitalisations, si bien qu'on pourrait penser à avoir d'autres allègements la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. Mais il y a une grande inconnue. Il y a une grande inconnue à savoir, on regarde les hospitalisations, mais on sait toujours pas. Étant donné qu'on fait plus de dépistage, on n'a pas beaucoup de signal en termes de combien de Québécois s'infectent.
présentement. Professeur Masse, je trouve, dernière question d'ailleurs, je trouve qu'on fait du surplace, entre guillemets, dans le sens qu'on n'avance pas, alors que Pfizer, pour parler de la science, est allé un peu plus loin. Après le vaccin, on est arrivé avec une médication qui est censée être révolutionnaire. Entre le début et la 5e journée de la COVID, on prend le médicament de Pfizer et on sort guéri. Mais comment se fait-il? Je comprends, outre que c'est cher, mais je comprends qu'on a un autre levier, un autre outil pour nous permettre de combattre la COVID. Comment se fait-il qu'on ne parle vraiment pas? C'est à peine arrivé, à peine annoncé, l'homologation par le Canada, et puis on oublie, on parle plus de ce médicament de Pfizer. Ben, on en parle. Je pense que il faut regarder. Si vous vous souvenez, l'an passé, lorsqu'on recevait le vaccin, on le recevait au compte-gouttes. On recevait 100 000 doses, 50 000 doses. C'est un peu la même chose. Il vient d'être approuvé. Alors, c'est un nouveau médicament. C'est pas un médicament qui existe sur le marché. Donc, il faut le fabriquer. Alors, je pense que on a le Canada a 30 000 traitements disponibles. C'est pas beaucoup. Et on prévoit en avoir 120 000 d'ici la fin mars. Alors, vous comprenez que si on se divise ça par les provinces, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est très, très peu. Alors, on se trouve dans la même situation qu'on a passé avec le vaccin. C'est-à-dire, oui, on aimerait ça en avoir plus pour traiter ceux qui en auraient vraiment besoin, ceux qui sont vraiment plus à risque de développer un cas sévère de COVID après une infection. Mais on est très, très limité. En fait, je vous dirais, c'est pas une question de coût principalement, c'est une question, on n'en a pas assez pour le Canada. Alors, c'est sûr, ça va prendre un bout de temps. Les chaînes de production vont augmenter. Dites-vous bien, on n'est pas les seuls à en vouloir. C'est un peu comme le vaccin l'an dernier. C'est toute la planète qui en veut. Alors, c'est certain que là, il y a énormément de pression sur la production et ça va arriver. Il faut être un peu patient, mais ça ne sera pas la solution complète. Dites-vous bien que c'est un médicament, il faut savoir qu'on vient d'avoir une infection récente. Ça prend une prescription. Ça prend idéalement une preuve par PCR que vous avez une infection. Donc, il y a un niveau où c'est vraiment, présentement, avec le peu de doses qu'on a, de disponibles, de peu de traitements qu'on a, on va l'utiliser principalement pour les gens qui sont très à risque, les personnes qui sont très à risque de développer des complications suite à l'infection. On n'est pas sorti de la COVID. Benoît Masse. On va avoir un printemps, je vous dirais, là, quand même agréable. On s'en va dans la bonne direction. Il y a une période difficile à passer. On va avoir un été agréable. Alors, je veux dire, on s'en va dans la bonne direction, mais il faut être patient. Alors, c'est ça qui est difficile, là, parce que là, on voit les autres pays à côté se ouvrir complètement et nous, on est encore à subir les mesures. Benoît Masse, épidémiologiste, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur. Ça fait plaisir et bon après-midi. À vous aussi, professeur.